Bonsoir Diami, bonsoir mon auditeur. Alors Abdoulaye Oumou, on en parlait tout de suite dans ce studio. À l'issue d'une réunion de la CEDEAO, Ibn Chambas a été désigné médiateur en Guinée. Quelle est la position du FNDC sur le sujet? Nous saluons cette désignation. Vous savez que la mission envoyée par le FNDC au niveau de la sous-région avait fait cette démarche pour que la Guinée ait un médiateur dans cette transition, parce que nous savons que dans le monde d'aujourd'hui, il y a ce principe de subsidiarité qui veut dire que quand la CEDEAO prend une décision, les autres institutions à l'international suivent la décision. Et notre démarche est bien celle de ramener la CEDEAO à la raison pour que les sanctions de la Guinée soient atténuées et qu'il y ait quand même une visibilité sur la transition pour qu'on aboutisse à une transition réussie. Voilà, et Ibn Chambas est désigné médiateur en Guinée. Est-ce que c'est le profil qui était recherché au sein du FNDC? Disons que nous n'avons pas de choix de personne à faire, nous avons des choix de principe plutôt à faire. Vous savez que le FNDC voudrait bien évidemment qu'il y ait un médiateur. Si Ibn Chambas peut-être est choisi, le critère de choix revient à la CEDEAO et puis à toutes les institutions qui ont cru en lui pour l'envoyer. Peut-être que sa connaissance du pays en a pesé évidemment, mais vous savez que nous avons aussi des acquaintances avec Ibn Chambas, des acquaintances en grippe, des connaissances, je voulais dire, au lieu d'acquaintances, parce que Ibn Chambas a eu quand même à faire de la médiation ici au moment où M. Alpha Condé a voulu faire son coup de force. Nous avons dit tout ce que nous avons dit à l'époque. Vous savez les vérités que nous avons dit à Ibn Chambas. Nous savons qu'il est imprégné suffisamment de la situation en Guinée, d'autant plus que tout ce que nous lui avons dit à l'époque, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, et il prend la mesure de la situation aujourd'hui. Peut-être pour la CEDEAO, c'est quelqu'un qui connaît la réalité guinéenne et qui prend la mesure des événements en Guinée aujourd'hui et qui pourrait être cet interlocuteur valable pour la société civile, peut-être pour les partis politiques, mais aussi pour la gente au pouvoir. Mais nous estimons que Ibn Chambas ne vient pas en tant qu'Ibn Chambas, il vient en tant que représentant de la CEDEAO, c'est ce qui est plus important. Mais dans vos propos, vous faites allusion à des termes comme peut-être il va y arriver. Est-ce une façon de dire que vous êtes pessimiste? Vous savez que le monde d'ailleurs on vit de façon perpétuelle dans le pessimisme. Nous ne pouvons pas être totalement rassurés, d'autant plus que nous ne sommes que des humains. Ibn Chambas est un être humain, donc il n'y a pas une assurance à 100% pour cela. Et nous espérons que sa connaissance en Guinée jouira à sa faveur et que la situation sera évidemment réglée avec lui. Et c'est notre prière le plus ardent. Nous voulons tous sortir de cette transition. Nous voulons que nous ayons une république démocratique en Guinée. Nous voulons que les institutions soient rétablies. En vérité, l'essence de la transition, c'est de nous ramener sur les rails pour que la Guinée soit un pays démocratique, un pays vertueux. Alors, puisque le FNDC est désormais aussi diplomatique, quand la CEDEAO maintient les 6 mois pour la transition en Guinée et les sanctions contre les militaires, les dirigeants, quel est le langage que cela voudrait quand même signifier? Si vous avez lu le communiqué que nous avons diffusé il y a moins d'une heure, vous verrez l'encontre que nous avons mené une diplomatie citoyenne et nous continuons à mener. Notre objectif, comme je l'ai dit à l'entame, c'est que toutes les sanctions contre la République de Guinée soient levées et que la Guinée soit un interlocuteur valable des institutions sous-régionales, mais aussi des institutions à l'international pour qu'il y ait une transition réussie. Je pense que laisser la Guinée seule dans cette transition n'est pas une façon d'aider le pays, mais aussi ce n'est pas une façon aussi d'aider la sous-région. Vous ne pouvez pas comprendre combien de fois la Guinée est un pays stratégique dans la sous-région. N'oubliez pas que nous sommes un pays côtier, c'est un pays du littoral et c'est un pays qui compte beaucoup dans la sous-région, d'autant plus que nous avons des pays limitrophes qui ont connu la guerre et nous avons un pays comme le Mali qui est un pays très instable, qui est dans une transition et qui est miné par le terrorisme. Vous pensez que si la Guinée est instable aujourd'hui, cela ne va pas répercuter dans la sous-région? Évidemment, ça va répercuter. L'inquiétude de la CEDEAO, elle est compréhensible, parce que la Guinée est un pays stratégique pour la sous-région et nous pensons que la CEDEAO et les autres institutions qui suivent la CEDEAO doivent prendre en mesure la mesure de la responsabilité qu'ils ont pour que la Guinée soit un pays démocratique très rapidement. C'est ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est le combat que nous avons mené jusque-là. Nous n'avons pas mené un combat pour qu'il y ait une transition en Guinée, nous avons mené un combat pour que M. Alpha Condé renonce à son 3e mandat. Malheureusement, il est parti. Nous sommes dans un régime d'exception aujourd'hui. Ce que nous recherchons, c'est de rétablir l'ordre constitutionnel pour que les institutions soient en place. Et le président qui sera élu viendra peut-être faire ce travail, mais le peuple restera en guerre.
Mais n'oubliez pas que la Guinée, c'est notre pays, mais la Guinée ne nous appartient pas nous seuls parce que nous sommes dans un ensemble. Abdoulaye Oumou, l'autre actualité, c'est que le dépôt pour la candidature au CNT, et le dépôt des dossiers est ouvert. Vous, le FNDC, de quelle entité vous relevez? Société civile, personne ressource? Parce qu'on a vu personne ressource, mais jusque-là, personne ne sait de quoi il s'agit. Est-ce qu'il serait... Le FNDC relève de la société civile. Non, on va l'écouter, parce que pour le moment, cette affaire de personne ressource, personne n'en sait quoi que ce soit. Allez-y, Abdoulaye Oumou. Évidemment, Jamila, et peut-être que je n'aurai pas de réponse à votre question malheureusement, mais il faut quand même retenir que le communiqué du ministre de l'administration du territoire n'est pas aussi clair que cela, parce que les critères qui ont été cités par le ministère de l'administration du territoire, les dossiers qui ont été cités par le ministère de l'administration du territoire, on a l'impression qu'on est en train d'aller dans un recrutement, alors que l'essence même du CNT n'est pas cela. L'essence du CNT, c'est une représentation nationale. On a quand même une jurisprudence en Guinée et dans la sous-région. On a eu des CNT ici, on sait comment ça se passe. Et je pense que le ministère de l'administration du territoire devrait se reprendre, prendre contact avec les forces vives de la nation pour qu'on ait un CNT représentatif. Ce n'est pas de cette manière qu'on doit désigner un CNT. Si vous regardez les critères qui ont été cités par le ministère de l'administration du territoire, vous voyez également les personnes ressources dont vous parlez. Quels sont les procès-verbaux de réunion que ces personnes ressources pourront présenter? Il n'y en a pas. Quand vous prenez les militaires qui ont des représentants, est-ce que les militaires, l'armée est une entité et comme une association qui pourrait envoyer un procès-verbal de réunion ou bien quelques documents demandés par le ministère de l'administration du territoire? Je pense qu'on devrait avoir raison garder, consulter les forces vives de la nation, parce que cette transition ne peut pas être gérée en solo. Elle doit être gérée de façon inclusive et ce qui a été prôné, il faut que ça soit cela. Merci à vous, Abdoulaye Oumou. Je rappelle que vous êtes le chargé de communication du FNDC. Je reviens vers vous, Yaraï. Je n'avais pas encore Mbani, terminé. alors rapidement, on va aller pour avoir d'aller en pause. Je pense bien, il faut que nous sortions un peu de l'euphorie et comprendre la position de la CEDEAO. Mais personne n'est dans l'euphorie, Mbani. Non, écoutez, quand je dis que nous sortions dans l'euphorie, vous avez aujourd'hui des Guinéens qui ne comprennent pas la démarche de la CEDEAO. Tout le monde n'est pas obligé de comprendre. Attention, Jamy. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la beauté de la démocratie. Exactement ça. Oui, on vous écoute, mais... C'est ma position. On est en train aujourd'hui de parler de la mise en place de cet autre organe CNT, mais on ne connaît pas à quand ça va terminer. Aujourd'hui, dans la charte de la transition, personne ne connaît la durée de la transition. Moi, je comprends personnellement la position de la CEDEAO en Guinée. On peut dire Dieu merci. Au Mali, c'est encore pire la situation de ce côté. Aujourd'hui, pour que nous puissions réellement comprendre la direction que veut prendre aujourd'hui cette transition, il faut que nous ayons au moins une idée sur la durée de la transition. Comme ça, vous allez voir tout de suite, la CEDEAO va changer de position. Je pense que allez se précipiter aujourd'hui. Qu'est-ce que vous appelez précipiter par rapport précipiter sur cette... Si le Mali qu'est-ce que vous appelez si le Mali en est là aujourd'hui, parce que justement il y a eu ces pressions là. Non, pas forcément. Alors que la situation au Mali et la Guinée, alors que le Tchad qui est dans un pays, alors que le Tchad qui n'est pas très loin du Mali est en train de vivre une situation à peu près la même que le Mali, alors que la Guinée a réussi en 2 mois à mettre des bases solides qui n'ont rien à voir avec la situation du Mali. Et il faut il y a une chose. On a pris 2 mois pour mettre un gouvernement en place. Le Tchad a une situation exceptionnelle qui n'est pas le gouvernement civil. Il n'y a aucun militaire dans le gouvernement Mbani. Vicky, acceptons. Alors, l'autre chose que... Non, on n'a plus le temps, Mbani. On doit aller. Moi, je ne comprends pas la situation. En fait, personnellement, je n'arrive pas à me retrouver dans les décisions de la CEDEAO. Lorsqu'au Mali, on donne 18 mois et que le Mali en 18 mois n'a pas pu mettre en place un certain nombre de choses, lorsqu'au Tchad on permet à la junte de faire ce qu'elle veut et que la Guinée qu'on nous impose 6 mois parce que tout simplement on veut qu'Alpha Condé soit libéré, non, si tu permets, Mbani, on va laisser Vicky finir. Si tu permets, Mbani, vas-y Vicky. En Guinée, il y a une certaine évolution. On a mis en place un gouvernement pratiquement civil. C'est même pas pratiquement, le
un gouvernement civil. On a eu une charte. Je pense que s'il y a encore des incohérences, une charte qui jusque-là ne définit pas la durée de la transition. Mais une charte qui renvoie la définition de la durée de la transition aux forces vives, ça veut dire qu'après la mise en place aujourd'hui du gouvernement, du CNT, c'est à l'ensemble de ces forces vives-là de discuter et de donner une période réaliste et réalisable. Diarra, rapidement avant d'aller en pause. Voilà, moi je ne comprends pas quand même la démarche de la CEDEAO. Je l'avais dit, je le réitère. La Guinée n'est pas obligée de rester dans cette organisation. C'est important. Le Maroc l'a fait. Le Maroc l'a fait, il a survécu. C'est pas la Guinée qui va faire l'exception. Ce n'est pas la même situation. C'est pas la Guinée qui va faire l'exception. Je ne comprends pas la démarche de la CEDEAO. Cette pression sur la Guinée, il faut qu'on nous laisse travailler. Il faut que cette CEDEAO laisse la main libre à la junte, parce qu'il faut quand même que cette junte parvienne à poser les pions là où il le faut exactement. Donc alors il faut lui laisser tout le temps, même si elle veut aller jusqu'en 2026 et terminer le mandat que Alpha Condé avait commencé. Je ne parle pas de liberticide dans la démarche. Je parle de ce qui est logique et de ce qui se doit. Je pense que aujourd'hui la CEDEAO a un intérêt flou qu'elle est en train de défendre. Mais bien sûr, parce qu'on voit toujours la tête de Ado de la Côte d'Ivoire, qui a quand même brigué un 3e mandat pour se maintenir au pouvoir. Et entendre que la Guinée a connu un coup de force et que aujourd'hui il serait dans la démarche d'empêcher que cela arrive dans son pays. Donc on voit quand même que c'est un clan. On a vu cette CEDEAO se taire parce que tout simplement ça y va dans leur intérêt. Merci à tous les trois, tous les quatre, pardon. Restez avec nous. On revient tout de suite après les informations que va nous présenter Mariam Nabé. Merci de votre fidélité à FIM FM. Vous êtes dans Talk Politique et nous sommes ensemble jusqu'à 18h. Avant de passer aux autres sujets, on va prendre quelques messages des auditeurs et on commence par Barry Cobin qui dit bonsoir à vous les talkers. Tant que la junte ne dit pas ce qu'elle compte faire pendant cette transition, la CEDEAO va toujours maintenir la durée de la transition à 6 mois. Maintenant, en ce qui concerne la désignation de Ibn Chambas, je pense que la CEDEAO doit savoir que les Guinéens ont opté pour le non-recyclage. Si nous sommes dans une transition encore, c'est dû en partie au travail de ce représentant de la CEDEAO en 2010. Merci à vous, Barry. Et Mohamed Aliba qui nous dit d'ailleurs pourquoi les mêmes personnes autour du contribuable économique des États d'Afrique de l'Ouest. Donc réellement, ils devraient s'occuper des problèmes économiques de la sous-région et des problèmes politiciennes. Maintenant, c'est à nous, les jeunes, de voir les différentes infrastructures des grimpeurs. Je sais pas, je ne comprends pas trop son message. Et Barry Abdoulaye Fugumba qui nous suit depuis le Libéria nous dit bonsoir, Talk Politique. Vraiment, la CEDEAO doit être un peu sérieuse. Elle doit être là pour accompagner le peuple de Guinée, mais pas pour imposer au peuple sa volonté. Quand même, il faudra qu'elle revoie sa manière de gérer les crises dans les pays voisins. Merci à vous, Abdoulaye Fugumba. Bolokada Tourama, l'avant-dernier sans doute, il dit bonsoir mes chers frères et sœurs de Talk Politique. Nous remercions infiniment les pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour le maintien des sanctions contre les putschistes. Tant qu'ils ne libèrent pas notre champion, le professeur Alpha Condé, nous allons continuer à demander à la CEDEAO de durcir les sanctions contre la République de Guinée. Bolokada Tourama, l'enfant chéri de Dinguiraï, communicant du RPG Arc-en-Ciel Volcom. On l'a compris, vous êtes un communicant du RPG. Et Abdoulaye Djouma Barry qui nous dit bonsoir Diamila et à tous les talkers, même si les membres de la CEDEAO ont réitéré à la Guinée d'organiser les élections dans 6 mois, notre pays est sur la bonne voie dans la transition après la composition du gouvernement composé essentiellement de civils. On tend vers la mise en place du CNT. Je pense que sous peu, le Premier ministre nous déclinera sa feuille de route et on espère bien qu'un calendrier bien détaillé de la transition y figurera. À mon avis, c'est juste un moyen de pression sur le CNRD. Et big up Lincoln. Merci à vous, Abdoulaye Diouma-Bari. Le dernier message pour cette première tranche de l'émission. On va passer à présent au deuxième sujet. Je le disais il y a un instant, le dépôt des candidatures est ouvert à partir de ce lundi 8 novembre 2021 au compte du
CNT. Les candidats peuvent donc le faire au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Alors Mbani, beaucoup dénoncent le flou qu'il y a autour de ces représentants. Il y a beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas, notamment on en parlait tout de suite, cette affaire de personnes ressources, et les partis politiques se plaignent, les 15 places sont minimes. Oui, moi je donne raison à ceux qui se plaignent aujourd'hui. Souvenez-vous quand... Les partis politiques notamment. Non, pas forcément les partis politiques. Il y a pratiquement toutes les sensibilités aujourd'hui se plaignent de cette décision. On ne comprend pas. Mais en même temps, on ne peut pas satisfaire tout le monde, c'est impossible. Non, pas forcément satisfaire. N'oubliez pas que quand la charte a été rendue publique, il a été demandé aux entités de procéder aux désignations. Mais n'oubliez pas que ce communiqué du ministère de l'administration et de la décentralisation va encore davantage compliquer la situation. Déjà, on a des problèmes. Là, ce n'est plus une désignation. Il faut déposer ces dossiers au ministère de l'administration. Et n'oubliez pas, un travail avait été fait en amont. Et quand vous prenez par exemple les 5 représentants des jeunes, il y a le ministère qui avait sorti, si vous vous souvenez, des critères. Et déjà à l'intérieur du pays, dans les régions, un travail avait commencé dans ce sens. Et qui était d'ailleurs... C'était du fake news, voilà. C'était pas le ministère. Non, exactement. C'était du fake news. Non, le dossier ne venait pas du ministère de la jeunesse. Attention. C'est important de le préciser. Non. Peut-être que ça soit fake news. Non, on ne peut pas prendre au sérieux quand même les fake news. Qu'on soit clair, cela ne venait pas du ministère. Ça ne venait pas du ministère de la jeunesse. Dans l'un ou l'autre, on a vu quand même que dans les régions, un travail avait commencé dans ce sens, dans la représentation. Et vous avez vu Mais c'était très chaud. C'était très chaud. Donc, moi, je me demande comment tout cela va se passer. Déjà, vous avez parlé des partis politiques, les 15 représentants. Aujourd'hui, les petits partis, entre guillemets... Sur plus de 300 partis politiques. Près de 400. Les petits partis, entre guillemets, ne veulent pas se laisser faire. Les grandes formations politiques également, la même chose. Aujourd'hui, vous avez vu la méfiance qui tourne autour de cette représentation. Alors qu'on nous sorte de ce flou, aujourd'hui que le CNRD ou le ministère de la décentralisation est en train de nous embourber aujourd'hui. Vous voyez, je rappelais tout de suite, ça renvoie toujours à cette question de délai. Il y a un piège qui ne dit pas son nom. Et moi, c'est clair. Mbani, on passe à Diarra Girassi. On parle de cela, le début du dépôt des candidatures au ministère de l'administration. Non, Mbani, c'est la parole. C'est à moi la parole. Vas-y, Diarra. Voilà, moi je pense qu'il y a trop d'ambiguïté, notamment dans les critères et également dans les dossiers à fournir, parce que je ne puisse pas comprendre qu'on demande à ceux qui veulent postuler de présenter un CV. Si vous voyez dans la nomenclature, vous vous rendez compte qu'il y a même les représentants des coordinations. Un CV, c'est important. Là, laisse-moi aller au bout. C'est important, je suis d'accord. Mais si on l'exige pour tout le monde, pour tous ceux qui aspirent être au CNT, ça va pas le faire, parce que dans la nomenclature, il y a aussi la coordination, les coordinations régionales. Et comment on peut trouver quand même un CV pour ces coordinations, pour les membres des coordinations régionales? C'est facile de se faire un CV. Non, c'est pas question de se faire. Le CV, normalement, on a pris l'habitude de se faire confectionner les CV. Normalement, un CV, c'est personnel. Ça doit être fait par soi-même. Peut-être que cela ne va pas être valable pour tout le monde. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est vrai que dans la charte, il a été clairement dit que pour la désignation des membres au CNT, il fallait quand même que les forces vives de la nation se mettent ensemble pour pouvoir désigner les représentants. Ça, je pense que c'est clair. Et de là, on apprend que le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation se mêle à la situation et demande à ce que les postulants fournissent des dossiers. C'est du ressort du ministère de l'administration du territoire. Peut-être la méthode n'est pas la bonne, mais c'est le ministère de l'administration qui gère cela. Je n'en disconviens pas, mais ça complique la situation. Il faut quand même alléger cette situation pour qu'on puisse quand même poser les vraies bases de cette transition. On est en train de traîner les pas. Lincoln l'avait soulevé. Donc, il faut quand même qu'on accélère pour partir de l'avant. C'est très important. Maintenant, je pense que ça va être encore compliqué. Ça,
C'est cela la vérité en fait, parce qu'on a vu que des jeunes, des structures de jeunes ne se sont pas compris sur la situation. Dans une transition, rien n'est facile. Je sais, rien n'est facile, mais quand même, il faut quand même qu'on pose les vraies bases. C'est très important. Sinon, la pression va encore s'accumuler. Mais en même temps, on n'avait pas connu une transition comme celle-ci. Non, on n'est pas à notre première transition. C'est pas pareil. Mais c'était différent de celle de 2000. La parole est à Lincoln. C'est le ministère qui chapeaute tout, mais je n'ai jamais vu pendant la transition de 2009-2010. Mani, peut-être qu'on est dans l'approche de responsabiliser le ministère. La parole est à Lincoln. Mani, on va fermer ton micro. Vas-y. Le ministère, c'est son domaine. Hein. Exactement, c'est lui qui gère pas cela. Je comprends. Pas d'immixion. Non, franchement, il y a une immixtion. Mais qu'est-ce que Bani appelle immixtion, Bani? Qu'est-ce que vous appelez immixtion? Immixtion, Bani, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Bani, nous sommes en administration. Il faut laisser la chance aux entités de choisir. Non, Bani, on leur a laissé tout le temps possible et jusque-là, personne n'arrive à choisir. Non, je suis pas d'accord. Bani, tu n'as pas compris, Bani, on va écouter Lincoln. Bani, on va écouter Lincoln. Vas-y, Lincoln. C'est le domaine du ministère de l'administration du territoire. Et c'est qu'il n'en a pas compris. Le choix directeur il a compris, il ne veut pas l'accepter du territoire. Mais ce sont les fêtières qui déposent désignent et qui déposent les dossiers de candidature. Les jeunes, Conakry, tout Conakry c'est un jeune. Ok, mais c'est les fêtières de jeunesse qui déposent les candidatures. La commune de Ratoma, la commune de Cal, la commune de Dixine, ainsi de suite, c'est les fêtières qui déposent. Maintenant, arrivé de ce côté, on demande forcément que ce jeune ait un CV, ait ses diplômes et tout le parcours. Là où je ne suis pas un peu d'accord avec le ministère, quand on demande un CV aux sages... Il dit un peu, ça veut dire que c'est un d'accord, non, c'est simple. Beaucoup de sages, combien de baptêmes tu as participé? Combien de médiations? Peut-être combien de FIDAO tu as fait, ainsi de suite. Et combien de khalwa pour les pangadama? Donc c'est pourquoi on devrait exempter quand même les sages de ce CV. Sinon pour les autres, c'est valable. Vous savez que dans ce pays, les gens peuvent tout fabriquer. Peut-être qu'on va rectifier cela. Il y a même des Guinéens qui peuvent fabriquer le certificat de décès pendant qu'ils vivent. Ça, vous savez très bien. C'est pourquoi certains papiers doivent être fournis. Et mieux que ça, les gens se renseignent par rapport au dynamisme de ta plateforme et même à l'agrément. Tout ça, c'est pour pouvoir séparer le bon grain de livret. Donc, le ministère a pratiquement un grand rôle à jouer. Mais il faut aussi comprendre que c'est pas facile. Par rapport au nombre, moi, quelque part, j'avais dit que ça allait poser problème. Aujourd'hui, une transition est politique. Mais il y a combien de partis politiques en Guinée? Plus de 200 partis pour 300 partis politiques. Pour combien de places? Combien parmi eux ont participé aux élections? Mais pour les partis politiques aussi, il y a des critères. J'en viens. Les partis politiques, il y a plus de 300 pour 15 places. On devrait tenir compte des dernières élections les plus participatives. Parce qu'il y a des partis ici qui ont fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, qui n'ont jamais participé à une élection, des partis qui n'existent que des obstacles, les partis qui n'ont des militants que de leur famille, les partis qui ne veulent même pas remplir une cabine téléphonique. Donc aujourd'hui, il faut nettoyer de ce côté, faire de sorte que prendre des partis qui ont participé aux élections, qui sont représentatifs et qui peuvent avoir des nombres au prorata, en tout cas des résultats. Qui va faire quelles élections sachant que l'élection la plus participative, c'est les communales de 2018 où la plupart des partis ont compétit et ont eu des résultats. À partir de cela, je pense qu'on peut nettoyer ce domaine, sinon on ne pourra pas s'en sortir. Vicky, est-ce que tu es du même avis que Lincoln? D'abord, par rapport au nombre, je reviens par rapport au nombre que les gens sont en train de décrier. Quel nombre de quoi? Non, en fait, le nombre des membres du CNT, d'abord, 81. Oui. D'abord, comparativement à 2010, il y avait une centaine de membres. 150 membres. Donc, quand on a dit 81, tout le monde s'est mis à crier. Non, il y a moins de gens. Il faut réduire les En fait, il y a une chose. Le Guinéen, je l'ai toujours dit, on aime prôner le changement, mais nous-mêmes, nous ne sommes pas prêts à changer. C'est une question de mentalité. Il y a une période exceptionnelle. On n'a jamais vécu de coup d'État. Un président vivant n'a jamais été renversé en Guinée. C'est ce dont on parlait. C'est une première. Le CNRD, dans le premier discours du colonel, nous allons partir vers la refondation de l'État. La refondation de l'État veut dire que nous allons changer nos habitudes. Et minimiser les dépenses. Il faut formater les esprits. Beaucoup de gens sont en train de dire aujourd'hui, tout le monde veut aller au CNT.
Mais est-ce que tout le monde veut se battre pour l'intérêt du peuple? Non, je dis non et non. Tout le monde est en train de courir vers les avantages qui sont autour des postes des membres du pardon, le CNRD et si pour cette transition à 1 million? À 1 million, justement. Est-ce qu'on aurait tant de personnes Du tout, pas du tout. La charte a été diffusée. Je laisse préférer un film. La charte a été publiée en septembre, en 3 semaines pratiquement après le coup d'État. 3 semaines, les partis politiques ont pratiquement eu le temps nécessaire, les entités ont eu le temps nécessaire pour désigner. Mais non, on a été... Non, Bani, laisse-moi aller au bout de mes idées. Laisse-moi aller au bout de mes idées. Pour moi aujourd'hui, je prends le cas de la jeunesse. Pour moi, si la jeunesse réussit à se mettre ensemble autour pour désigner 5 membres et que ces 5 membres-là, leur mission principale, même pas le CNT, que leur mission principale soit de fédérer toute la jeunesse guinéenne, pour moi cette transition aurait réussi pour la jeunesse guinéenne. La même chose pour les partis politiques. 15 places pour les 300 partis politiques que nous avons, c'est pour permettre à ces partis politiques de se mettre en coalition. Voilà. Et cela nous permettra aujourd'hui de sortir. De toute façon, quel que soit le temps que ça prendra, tout le monde ne pourra pas y aller. Et puis cette transition, puisqu'on est dans une période de transition, cela va de soi pour toutes les entités. Que tout le monde se permette de changer aujourd'hui. Merci, Mbani. Non, on n'a plus le temps, Mbani. On passe à l'autre sujet. Au compte de cette émission également, plusieurs dignitaires de l'ancien régime ont quitté ou sont sommés de quitter les maisons qu'ils occupaient. Jusque-là, Lincoln Damaro quitte sa maison, sa résidence de la minière. Docteur Diané également. Qu'est-ce que ça vous dit tout cela? Ça me dit rien. Lincoln. Non, mais c'est méchant. C'est méchant cela. C'est méchant. Vous voulez que c'est son avis? C'est son avis. Non, il a forcément. Ça ne lui dit rien. Vous avez fait droit, Lincoln. Lincoln, vous avez fait droit. Il ne peut pas dire que ça ne lui dit rien. Mbani, on lui laisse le temps de répondre. C'est son temps. Mbani, on va fermer le micro. C'est son avis. Lincoln, vas-y, Lincoln. Je ne sais pas si Mbani veut que je sois son porte-parole, mais je ne peux pas être un porte-parole. Ça ne me dit rien. On dit maison administrative. Administrative, du moins, c'est bâtiment administratif. Exactement. Le coup d'État s'est effectué depuis combien de temps? Depuis 2 mois. 2 mois. 2 mois, les gens se rendent compte que ces bâtiments, ils devraient quitter. Et d'ailleurs, ceux qui occupaient ces bâtiments ne manquent pas de moyens. Ils ont des maisons un peu partout. Oui, mais en même Quand temps, tu es ministre, en même temps, les comptes sont gelés. Non, quel compte? Il y a des caveaux à la maison. Les anciens il y a quand même des souterrains dans leur maison. Tout n'est pas gelé. Tout n'est pas pris. Tout n'est pas pris. Les bâtiments existent. Vous êtes ministre, vous occupez un bâtiment ministériel. Mais celui qui vient à votre place, c'est lui qui va venir déménager. Oui. C'est clair. Donc, à partir du moment où tu as quitté le pouvoir, dis-toi que forcément tu dois partir. Ceux qui sont malins sont partis tôt. Ceux qui ne sont pas malins sont restés. On a vu des Guinéens qui ont été déguerpis en pleine journée avec des camions militaires. Parfois sous la pluie. Sous la pluie. Est-ce qu'on a eu pitié de ces gens-là? Prenez sans loi à Kindia, allez à Kaporai, il y a même une fille qui avait pris une bombe lacrymogène dans la figure, qui a été traitée par des particuliers dans ce pays. Mais il ne faut pas que nous soyons amnésiques. Ceux-là qui occupent ces maisons, qui payent 1 million, 3 bâtiments, 1590 mètres carrés, à 1 million par mois. Il y a des fonctionnaires aujourd'hui qui sont payés juste à 2 millions, mais qui payent leur bâtiment à 1,5 million, qui ne savent même pas comment joindre les deux bouts. Pendant ce temps, ceux qui gagnent 10 millions, 100 millions, 1 milliard par mois, occupent des bâtiments où ils ne payent qu'un million. Si tout le monde estime qu'il faut faire comme ce que le régime Alpha Condé avait fait, finalement on va rester dans ce cycle. Je veux qu'on mette la forme, mais je veux qu'on mette la forme. La forme n'y est pas. Je veux qu'on mette la forme, mais vous savez, tout péché ne partira pas chez Dieu. Il y a certains qu'on paye ici. Exactement. Depuis 2 mois, moi à leur place, je serais parti dans ma propre construction. Les gens ont eu tous les moyens, ils ont rempli Conakry, l'intérieur des maisons, ils ne veulent pas quitter. Donc, c'est juste une façon, peut-être, de se victimiser, que la plupart, pour moi, est restée. Une fois de plus encore, tout ce que je demande, il faut qu'on mette la forme. Mais quand vous êtes ministre, vous occupez un bâtiment administratif, sachez que si vous n'êtes plus le ministre, c'est l'autre qui vient à votre place qui viendra y loger. Et c'est clair. Donc, une fois de plus encore, on met la forme,
Mais si cela arrive, je ne suis pas étonné parce que je savais que beaucoup ne voulaient pas quitter. Et en même temps, Bani, on apprend qu'il y a certains d'entre eux qui payaient 1 million par mois, c'est-à-dire 12 millions par mois, par an, sachant ce que coûte un logement à Conakry, alors qu'il y en a qui payent 3 ou 4 millions pour 2-3 chambres salon. Eux, ils occupaient de gros bâtiments et tout, et 1 million par mois. J'espère que tu m'accorderas aussi le même temps pendant que ce temps. Non, écoutez, c'est assez dramatique dans ce pays, tout ce qui s'est passé depuis des années, surtout les 11 ans de la gouvernance Condé. Les choses inacceptables se sont passées dans ce pays que vous ne pouvez pas imaginer. Mais j'ai juste envie de rappeler à l'école, chez les juristes, il n'y a pas de réciprocité dans la violation de la loi. On sent de l'acharnement parfois dans les démarches du CNRD. Il ne faut pas l'oublier. En fait, tout le temps, c'est colonel Bala Samoura qui est cité dans pratiquement toutes les affaires. Est-ce qu'il en a les prérogatives? Et c'est ce qui est dramatique. Vous avez écouté Maître Mohamed Traoré dans l'émission Mirador ce matin. Et c'est très dramatique. On a l'impression que partout où on parle aujourd'hui de violation de la loi, de l'acharnement, souvenez-vous de l'histoire d'Oma. C'est Bala Samoura qui était cité dans cette affaire. Il y a beaucoup d'affaires aujourd'hui louches. Il est cité dans ces affaires. Je pense que tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, ces gens ont été pires que tout ce qu'on peut dire aujourd'hui. Ils ont fait vivre aux Guinéens la pire des choses qu'on ne peut croire. Mais est-ce qu'il faut retomber? Je prends le CNRD au mot. Il ne faut pas retomber dans les erreurs du passé. Ils ont dit que la justice sera la boussole. Et ils avaient promis qu'il n'y aurait pas de chasse aux sorciers. Il y a tellement de coïncidences. Souvenez-vous que le RPG Arc-en-Ciel a tenu sa conférence de presse. Moi, j'étais au siège. Après ses propos, aujourd'hui, ce qui a suivi après. On a l'impression que il y a des gens autour de Colonel Doumbouya aujourd'hui qui ne veulent pas que cette transition réussisse. Nous sommes tous pour l'application de la loi. Il faut appliquer la loi. Il faut récupérer tous les domaines de l'État. Mais il faut mettre de la forme. Mais ce qui a commencé comme ça, on sent de l'acharnement. On a l'impression aujourd'hui qu'il y a des gens autour du colonel Doumbouya qui vivent, qui agissent dans l'euphorie. Dès que les médias parlent de quelque chose, dès que les citoyens se mettent à dénoncer des choses sur les réseaux sociaux, c'est les communiqués qui tombent le soir. C'est pas comme ça. Ça, c'est de l'amateurisme dans la gestion d'un État. On a la charte de la transition aujourd'hui. Il faut se conformer au contenu de la charte de la transition. On n'a pas besoin de régler des comptes aujourd'hui dans ce pays. D'accord. Encore une fois, il n'y a pas de réciprocité dans la violation de la loi. Et Vicky, on apprend que cela va être élargi dans un article de Africa Guinée que je lisais tout à l'heure avant d'entrer en émission. J'apprends aussi que Selou et Sidia sont concernés par ces mesures. S'ils sont concernés, qu'on y mette de la forme, puisque nul n'a le droit de faire de l'injustice au nom de la justice. Je le disais quelques jours avant dans cette même émission que si on reproche quelque chose au cacique du RPG Arc-en-Ciel, qu'on laisse la justice faire ce travail, qu'on laisse à la justice de monter un dossier et de faire de l'information judiciaire et d'établir les faits et de condamner celui qui a condamné. Si on reproche quelque chose à Alpha Condé, qu'on laisse la justice juger Alpha Condé et le condamner si toutefois les faits sont avérés. Sinon, qu'on le libère, je l'ai dit dans ce studio. Ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, le CNRD est en train de tomber. Si c'est un piège qui est tendu par les caciques du RPG, le CNRD est tombé pleinement dans ce piège-là parce que tout simplement, il y a 2 mois, un peu plus de mois, lorsque on a demandé à ces anciens ministres de libérer les habitations, on leur a dit la forme n'y est pas. Donnez un préavis, mais vous avez vu comment le ministre, on se rappelle de l'affaire Thibou. L'affaire Thibou, comment l'ancien ministre Djoubaté du budget a été mis dehors. La forme n'y est pas. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de dénoncer, c'est ce qui a été dénoncé par les 11 ans de règne d'Alpha Condé. De grâce, si vous avez pris le pouvoir, comme vous l'avez dit au départ, que oui, c'est pour le peuple, c'est pour ci, c'est pour ça, mais ne retombez pas dans les mêmes erreurs.
Ton avis là-dessus. Ça me fait rire, Parce qu'en fait, entendre Amadou Damaro Camara pleurnicher. Non, il n'a pas pleurniché. Mais bien sûr, il dit qu'il remet cela au compte de la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? On l'a pas. Pour ceux qui connaissent Damaro, quand même, un Damaro, voilà, qui tient quand même des propos, qui tient un langage aussi modéré pour dire que je m'en remets à la justice. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Est-ce qu'il avait le choix? Est-ce qu'il avait... Il n'a pas le choix. Il peut pas porter plainte parce que les conditions du bail ne sont pas aussi... 75 ans. Voilà, 75 ans, c'est pas... On donne un bail à quelqu'un pour 75 ans, alors que c'est peut-être un bail qu'on pourrait donner, pas en particulier. Et le fait avec un ministre, mais on le fait avec un ministre. Et après, depuis quand il a eu ce bail? C'est la question qu'il faut se poser. Les gens s'interrogent quand même au moment où il cassait Kaporo et d'autres lieux. Il donnait des Excuse-moi, Djami, mais il aurait eu ce bail avec Ibrahima Kourouma, quand il était à la tête du ministère de l'aménagement et de la ville. Donc c'est là que lui, il lui a donné, il lui a permis de faire ce bail, alors que c'est un bail qu'on ne peut pas quand même accorder à un particulier. S'il dit qu'il ne va pas pour connaissant l'homme, pour son arrogance, il n'aurait pas dit quand même qu'il n'allait pas porter plainte s'il savait qu'il était dans les normes. Les temps ont changé, d'accord. C'est vrai que Mbani l'a dit tout à l'heure qu'il ne faut pas quand même privilégier comment il a dit, la réciprocité dans la violation. Mais écoutez, Djami, quand même, vous avez vu ici qu'ils ont déguerpi des pauvres citoyens. Aucune compassion. Écoutez, à qui fait deux. Si les Ils conditions... ont déguerpi des gens dans des conditions... Moi, je ne vais pas vous l'expliquer. Vous étiez là. Mbani et en même temps, Damaro a la possibilité d'aller ailleurs parce qu'il a peut-être des bâtiments. Et quand on se rappelle de ce qui s'est passé à Kaporo et dans les conditions d'obtention de ce bail. Je rappelle que j'ai la parole. S'il vous plaît, laissez-moi aller au bout de mes idées. J'ai la parole. Vous avez... Mani, on va lui laisser le temps de finir, s'il vous plaît. Vas-y, Garay. Ça s'est passé au vu et au su de tout le monde. C'est vrai qu'il n'y a pas de réciprocité dans la violation de la loi, mais écoutez, il y a des pauvres citoyens qui ont été déguerpis ici. Ils n'ont pas été indemnisés. Et qui ont dormi à la Belle Étoile pendant plusieurs jours. À la Belle Étoile. Qui a haussé le ton pour dire que l'opération ne s'est pas passée dans les normes? Seulement les quelques rares journalistes qui en ont parlé. Merci Garay, merci à vous tous ne m'aviez pas... Non, on est à 29 Garay, on revient tout de suite après les informations. Dernière partie de cette émission. Merci encore de votre fidélité. On va prendre quelques messages des auditeurs avant de continuer dans une politique avec les talkers du jour. Et on commence par Sami Camara qui dit bonsoir. La radio 2.0 face à des gangsters qui ont usurpé les biens de l'État. On n'y met pas de la forme. On se comporte en bandit pour les récupérer. Comme l'a dit l'autre, on n'achète pas les biens de l'État en étant en position de commandement. Avançons. Merci à vous Sami et Maki Premier qui nous dit bonsoir, nous condamnons l'injustice, quelle que soit la victime. Les Damaro ont géré avec arrogance. Il faut leur répondre avec la justice. C'est Maki Premier depuis Dar es Salaam. Merci à vous. Et Abdoul Aliou Aria Diallo qui dit bonsoir Diadia et à tous les talkers. C'est triste de voir toujours Ibn Chambas comme médiateur de la crise guinéenne qui n'a rien produit comme résultat positif depuis toujours. Merci à vous Abdoul. Un autre Abdoulaye Djoumabari qui dit bonsoir Diamila et à tous les talkers. J'ai l'impression d'avoir déjà lu ce message. On va prendre un autre, le dernier qui dit bonsoir les talkers et à toute l'équipe Djamila. On ne compte plus sur les syndicats des chefs d'État appelés CEDEAO. Nous demandons au CNRD de poser des actes appréciables, d'écouter le peuple de Guinée et merci beaucoup Alain Contu. Manque le matin sur Mirador. Passez une excellente soirée à vous tous. Signé
Tierno Amadou Diallo depuis Tiangué, Simili, Paikon, Foulawa. Merci à vous. C'était le dernier message au compte de cette émission. On passe au dernier sujet, au compte de la une politique. On s'intéresse au séjour donc carcéral des agents des forces spéciales qui avaient été arrêtés il y a quelques jours dans des affaires différentes de vol. Alors, Lincoln, c'est vous qui tenez le dossier. Quel impact la présence de ces agents a-t-elle sur les autres prisonniers? La vie des prisonniers à la maison centrale a complètement changé depuis que les agents des forces spéciales sont arrivés. Comment? Vous savez que c'est des gens extrêmement dangereux. C'est des militaires bien formés et surformés. Surformés même. En renseignement, en armes, tout ce que vous connaissez, c'est la crème de l'armée. Oui. Donc aujourd'hui, des prisonniers qui avaient la sérénité, vraiment en manquent réellement parce qu'ils se sentent menacés. Vous savez pourquoi? La plupart des agents commencent à tomber fous. Après, le premier qui s'appelait Michel Lama, à la maison centrale, beaucoup commencent à être fous. Il y en a qui perdent la raison. Oui, bien sûr. Il y a ce jeune appelé Dafé qui aujourd'hui, en tout cas, a également perdu la raison. Imaginez, on apprend que d'autres sont en train de délirer en même temps. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Mais il paraît que au palais, ce que les gens là ont vu, ça ne donne pas la sérénité à ces agents. Aujourd'hui, il ne faut pas que la justice mette du temps à juger ces gens. S'ils sont coupables, qu'on les condamne. Si ce n'est pas le cas, il ne faut pas qu'on mette leur vie en danger. C'est vrai, ce qu'ils ont fait en termes de mission au palais, c'est très grand. C'est vrai que ce qui est commis aussi, c'est une infraction à la loi parce que voler n'est pas bien. Mais il faut aménager une prison pour ces militaires qui ne doivent pas rester à la maison centrale. Ils peuvent être dans les camps, il y a les camps militaires dans ce pays, il y a le camp Samori, il y a mais en même temps, il y en a qui doutent de cette version parce que pour le moment, c'est une seule version qu'on a de cette histoire. C'est pourquoi il faut faire de sorte que rapidement, ces gens-là soient jugés. On a un tribunal militaire, mais pourquoi garder ces militaires encore à la maison centrale? Ça menace la vie des autres. On ne sait jamais ce qui peut advenir. Avec ce qui se décide maintenant, certains perdent la raison. On ne sait pas comment pourra être l'aboutissement. Donc ce qu'on va demander aux autorités, ces jeunes, il ne faut pas que cette prison soit une punition sans justification pour eux. Faites de sorte qu'ils soient devant la justice, qu'ils soient jugés et que les coupables répondent de leurs crimes ou de leurs infractions. Mais les garder de ce côté, ça fait perdre aujourd'hui, en tout cas la sérénité aux autres prisonniers qui sont là parce qu'un militaire bien formé, qui devient fou, qui perd la raison, qu'est-ce qui va venir? On ne sait pas. Ils peuvent se battre avec les armes. Est-ce que les gardes pénitentiaires peuvent même les maîtriser? Les maîtriser. Même sans armes, ils peuvent se battre. Quand quelqu'un vous dira combien de fois le colonel Doumbouya est formé, vous aurez peur. Et ces enfants qui sont en prison sont aussi autant formés. C'est des gens qui peuvent escalader des murs, qui peuvent faire n'importe quoi, changer l'heure de place pour garder la sérénité dans la prison centrale. Alors, Yaraye Girassi, qu'on le disait tout à l'heure, leur présence est une sorte de menace pour les autres prisonniers. Est-ce que, je le disais aussi il y a un instant, on n'a écouté qu'une seule version. Les autres n'ont pas parlé, on ne les a pas écoutés. Beaucoup pensent que Doumbouya a voulu sécuriser, entre guillemets, son pouvoir en les mettant en prison parce que ce sont quand même des gens qui le connaissent très bien, avec qui il a pratiquement la même formation. Oui, mais écoutez, parmi les militaires, les 10 militaires qui sont cités dans cette affaire de vol, ce sont quand même des militaires qui ont vaillamment participé à ce coup de force. Et si vous voyez dans le lot, il y a un qui a lu d'ailleurs le deuxième communiqué du CNRD, c'est-à-dire il a bénéficié de la confiance du CNRD pour lire ce communiqué du CNRD. Et il est cité au même titre que le jeune Dafé qui est devenu fou dans une affaire de vol qui s'est passée sur le pont 8 novembre. Il y a une dame qui est venue, qui avait dans son véhicule un sac et une valise remplie d'argent. Ils l'ont arrêté, ils l'ont amené au QG et celui qui a eu la confiance du CNRD pour lire le second communiqué, il était au QG à l'époque, au palais, au chapiteau du palais. Donc il est arrivé, on lui a demandé de faire le PV. Il a fait le procès verbal et selon les dires de son avocat, il a remis ce procès verbal avec tout le montant au colonel Bala Samoura.
Et quelques temps après, ils ont radié les deux. Ce sont les 2 militaires qui ont été radiés de l'effectif de l'armée. Ouais. Donc, eux, ils ont dit que c'est le monsieur qui leur a donné l'ordre de fuguer avec cet argent. Oui, l'argent. Et après quelques temps, ils ont convoqué celui-là. Il est arrivé au haut commandement de la gendarmerie. Ils ont commencé à l'interroger alors que c'est quand même un officier de police judiciaire. Donc, son avocat a quand même haussé le ton par rapport à ça et il ne comprenait pas le fait qu'un agent qui a bénéficié de tous les privilèges et que cet agent-là soit cité dans une affaire de vol de combien? De 200 et quelques millions. 245 millions, je crois. De 200 et quelques millions de francs guinéens. Donc, qu'on le dise ou pas, il y a quand même des dessous, il y a un flou autour de tout cela. Et voilà, les gens ne comprennent pas cela. Il y a beaucoup d'ailleurs qui ont fait des directs, notamment sur les réseaux sociaux, pour pouvoir alerter sur ce que eux, ils appellent, entre guillemets, de l'acharnement ou ce qu'ils qualifient de la part du CNRD de camouflage. C'est pour ça qu'il faut les juger. Voilà, pour pouvoir peut-être fortifier leur pouvoir et montrer ceux-ci-là comme étant des exemples pour ne pas amener d'autres à vraiment s'approcher de leur pouvoir. Donc, entre guillemets, selon eux, ce sont des sacrifiés du CNRD pour vendre une très bonne image. Vicky, un mot sur cette actualité? Pour emprunter la même voie que l'un de mes aînés ce matin, j'ai envie de dire des bêtises. Juste pour vous dire que on ne peut pas diriger un pays avec de l'amateurisme. C'est quand il y a des réactions sur les réseaux sociaux ou quand ça crie au sein de la population qu'il y a un certain nombre de décisions qui sont prises au sommet. Ça, en fait, tout le monde l'a remarqué depuis qu'ils sont là. En fait, c'est de l'amateurisme. Ouais. De l'autre côté, je ne peux pas comprendre qu'il y ait des décisions 2 poids 2 mesures. 2 personnes ont été victimes de tirs à bout portant ici même pendant ces 2 derniers mois. Au pont 8 novembre. Où en sommes-nous dans cette affaire? Qu'en est-il du jeune qui a succombé le 6 septembre, le lendemain même du coup d'État? Qui est auteur de ce tir qui a ôté la vie à ce jeune? Où en sommes-nous dans cette affaire? Que le CNRD revienne sur les rails. Là, le pouvoir guinéen est en train de dérailler. Quand il s'agit des politiques, c'est la même chose. Quand il s'agit des militaires, c'est la même chose. Quand sera-t-il quand ce CNRD-là ne pourra pas mettre en place le CNT? Franchement, que le CNRD arrête de gérer le pays avec de l'amateurisme. Ouais, c'est pourquoi clairement on n'accepte pas que les militaires durent au pouvoir, on n'accepte pas d'encourager les coups d'État. Oui, parce qu'ils ne sont pas faits pour diriger. Les militaires, c'est dans le camp. Je rejoins cette fois-ci un peu. Il dit cette fois-ci. Lincoln. Attention, l'affaire là, elle est très sérieuse. C'est bizarre. Attention, l'affaire. Moi, je ne me retrouve pas avec parfois le CNRD. Souvenez-vous quand le CNRD avait pris au lendemain du putsch, 2 jeunes avaient été radiés des effectifs de l'armée. Vous vous souvenez? Garay en parlait tout de suite. Voilà. Ils sont déjà en prison. Vous vous souvenez de cette affaire, non? Et cette fois-ci, ce sont 10 militaires qui sont pris pour les mêmes faits, même si l'ampleur, ce n'est pas la même chose. Mais ils sont emprisonnés, ils seront jugés. Les autres ont été radiés. Ils n'ont pas bénéficié d'une assise. Ils ne se sont pas justifiés. En fait, je me dis, il faut voir clair. Lincoln a dit des choses qui peuvent paraître bizarres, mais qu'il faut prendre très au sérieux. Un militaire qui est très bien formé et qui devient fou, ça devient un danger. Partager la même prison avec des civils, c'est risqué. Ça veut dire que ce n'est pas la sérénité à la maison centrale. Moi, j'ai juste envie de dire... Ça n'a d'ailleurs jamais été le cas à la maison centrale. Non, attention, maintenant, là, c'est encore pire. C'est encore... Il faut rappeler au CNRD que les Guinéens ne sont pas à leur première transition. Je rappelle cela. Rappelez toujours... Il faut prendre toujours l'exemple sur Dadis. Vous vous souvenez un peu les bisbilles entre Dadis et Toumba. Et vous vous souvenez un peu. Donc,
Je pense que ce n'était pas très officiel. Non, attention, c'était pas officiel, mais il y a des non-dits encore dans cette affaire. L'école a dit, il y a le tribunal militaire aujourd'hui. Un tribunal qui ne fonctionne pas. On aurait pu aujourd'hui juger ces gens-là au lieu de passer par des acrobaties verbales, au lieu de passer par, en tout cas, de chercher à convaincre la population. C'est extrêmement important. Moi, je me dis que en tout cas, on nous a fait rêver avec la transition. La justice sera la boussole. On nous a fait quand même rêver, et jusqu'à preuve de contraire. Et on se réveille je crois au CNRD, mais comme c'est comme l'a dit Vicky, il faut que le CNRD sorte de l'euphorie. Il faut que le CNRD sorte des réactions sur les réseaux sociaux. Merci à tous les quatre. C'était la une politique et le débat était très intéressant avec tous les quatre ici dans ce studio. On passe à bâton rompu. En politique, le pouvoir de faire devrait l'emporter sur le pouvoir de dire. Jean Thierry. Talk politique à bâton rompu. Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les verres du nez aux politiques. Merci encore une fois de rester avec nous. Je rappelle que nous avons comme invité ce lundi le juriste Fahimba Mara. Et avec lui, on va évoquer l'actualité politique de notre pays. Il est déjà au bout du fil. Bonsoir, monsieur Mara. Oui, bonsoir. Lincoln. Bienvenue, vous êtes universitaire, vous avez désormais votre chef de département. Qu'est-ce qui devrait être posé clairement aujourd'hui en termes d'actes dans l'enseignement supérieur? Bon, d'abord, je vous remercie pour cette invitation. Voilà, quand vous me posez la question de savoir en termes de réforme, qu'est-ce qui peut être posé aujourd'hui comme en termes de réforme comme acte, et voilà, pour accompagner le système éducatif supérieur. Bon, vous savez, aujourd'hui, ce n'est même pas, c'est pas seulement le système. Il faut parler du système éducatif en général. Vous savez, c'est un peu le problème de la Guinée, c'est le fait de compartimenter le système. Pas plus qu'on parle de système. Vous savez, depuis la maternelle jusqu'au supérieur. Vous savez, le supérieur est à Laval, et puis si vous voulez, la maternelle, l'école primaire et le collège, et puis jusqu'au lycée, voilà, on considère ça comme l'amont. Alors, vous voyez, c'est un système, c'est-à-dire le système, il tourne, les éléments sont complémentaires, et puis voilà, c'est intercalé. Maintenant, le fait que nous avons compartimenté le système en Guinée, vous avez le système professionnel à part, vous avez le système préuniversitaire, vous avez le supérieur. Et aujourd'hui, les cadres des différents départements se retranchent pour dire, ceux qui sont au supérieur disent, bon voilà, le préuniversitaire ne nous intéresse pas, ceux qui sont au professionnel, c'est pareil. Or, tout est lié. Voilà, comme ça, ce n'est pas... aujourd'hui, c'est ce qui fait que le système est en panne, le système en général. C'est-à-dire la formation à la maternelle, au primaire, et puis après, ça débouche sur le supérieur. Et puis, le professionnel aussi, c'est une autre voie. Donc, vous verrez que quand ça ne marche pas bien au niveau de la maternelle et au niveau du primaire, mais ça ne va pas marcher au niveau du supérieur et du professionnel. Aujourd'hui, c'est ce que le pays connaît. Donc, il faut d'abord revoir le système en général. Et bon, ce n'est pas au chef de département du supérieur seulement de faire face aujourd'hui aux problèmes entiers du système éducatif. Le problème est entier, comme je le dis bien, je pèse mes mots. Donc, à elle seule, c'est vrai, elle va faire face aux problèmes criards qui se posent aujourd'hui dans le supérieur, mais la résolution de ces problèmes au supérieur ne règle pas le problème. C'est-à-dire, tant que ce n'est pas réglé à l'amont, ça va être très difficile, les répercussions. D'accord, monsieur Mara. Mbani a une question. Alors, monsieur Mara, cette femme qui a été nommée comme ministre, c'est une femme que vous connaissiez très bien. Oui. Vous avez travaillé avec cette femme pendant des années. Je sais ce que je dis. Est-ce que vous croyez en sa capacité à atteindre justement l'objectif recherché?
Oui, mais ça, je ne doute pas de sa capacité. Vous savez, elle va jouer un rôle de coordination. Exactement. Elle est entourée de, voilà, elle est entourée de grands techniciens et des techniciens rompus à la tâche qui sont au département et qui sont dans les universités. Donc, elle aura un rôle de coordination. Et c'est-à-dire par rapport à la coordination, ça ne fera pas défaut. Elle a déjà, n'oubliez pas qu'elle a déjà géré un institut supérieur comme Tamakene pendant 2 années. Donc, elle a déjà les rudiments de la coordination. Ça ne posera pas de problème pratiquement. C'est une dame qui est très ouverte et puis elle n'est pas, si vous voulez, elle n'a pas ce complexe de supériorité pour dire que elle va vouloir se mêler au-dessus, elle va se mettre au-dessus de la mêlée. Elle n'est pas de ce genre. Elle est très humble. Donc, son humilité va la permettre vraiment d'approcher les grands techniciens, les plus anciens de la maison. Elle va les écouter et elle saura les mettre à la tâche pour pouvoir vraiment braver tous les obstacles qui vont se dresser devant son chemin. Voilà, vous évoquiez à l'entame des failles dans le système éducatif. Aujourd'hui, quel mécanisme faut-il mettre en place de la base au sommet pour pouvoir changer la donne? Bon, si nous voulons vraiment, puisque comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, j'ai parlé de coordination. Vous savez, le fait d'émietter le système, aujourd'hui, comme nous l'avons connu par le passé, vous savez, quand il n'y a pas de coordination, ça va poser des problèmes. Parce que le fait que chaque ministre soit isolé là, maintenant, qui va coordonner tout l'ensemble, ça va poser des problèmes. Alors, dans la réforme, puisque nous sommes dans la transition est ouverte il n'y a pas longtemps, mais je crois que s'il y avait eu de très bonnes consultations, mais vraiment des consultations profondes, on aurait dû, c'est-à-dire pour éviter les erreurs du passé, comme on l'a d'ailleurs promis, on aurait dû mettre un ministre de l'Éducation nationale. Et puis, à l'intérieur du système de l'éducation nationale, c'est-à-dire les compartiments que vous connaissez là, professionnels, préuniversitaires et supérieurs, même mettre des secrétaires généraux ou des secrétaires d'État, autant pour moi, voilà, secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur, secrétaire d'État chargé de l'enseignement préuniversitaire, ainsi de suite. Comme ça, le ministre de l'Éducation nationale allait coordonner tout ça avec un budget conséquent, c'est-à-dire ça pouvait donner une autre coloration, mais avec la même compartimentation. Bon, je ne suis pas prophète, mais bon, on verra bien. Voilà. Moi, j'aimerais quand même, Monsieur Mara, j'aimerais quand même vous entendre sur l'aspect innovation, puisque jusqu'à la nomination, comment dirais-je, à la déclinaison de la composition du gouvernement, c'était enseignement supérieur et recherche scientifique. Mais aujourd'hui, pour s'adapter au monde numérique surtout, on colle l'aspect innovation à ce département. On aimerait quand même vous entendre là-dessus. Oui, l'innovation, c'est le souhait. Vous savez, c'est-à-dire qui parle d'innovation parle de migration, parle de changement. Mais le changement aussi, ça va avec ses moyens de bord. Donc le changement, il est coûteux. Alors ça, l'innovation, ça pose pas de problème. Si les moyens sont mis, moi je pense que vous parlez de numérique, vous parlez de numérisation du système, tout ça là, mais tout ça là, ça nécessite un coût. Alors, si les moyens sont mis, moi, je pense que ça ne posera pas de problème. Donc, c'est d'ailleurs bien, déjà au point de vue réforme, c'est-à-dire d'engagement, c'est pas mauvais d'entendre que c'est-à-dire qu'on colle au système de l'enseignement supérieur de l'innovation, c'est une très bonne chose, mais attendons de voir quels sont les moyens qui vont être mis pour pouvoir rehausser le budget et puis faire face à tout ça. Voilà. Donc, concrètement, il faut penser à tout ça, hein. Monsieur Mara, au cours de cette émission, on a parlé de cette opération lancée par le CNRD, opération de récupération des domaines de l'État. On aimerait avoir votre avis de juriste là-dessus. Vous parlez de, si vous voulez, les personnalités qui ont été sommées tout dernièrement. Oui, exactement. Et l'opération qui va continuer.
Oui, naturellement. Bon, mais pour le moment, vous savez, c'est ça le principe. C'est-à-dire, ça ne doit pas étonner. Quand vous occupez une maison de fonction, alors, dans les conditions normales, si vous n'êtes plus en fonction, n'attendez même pas qu'on vous demande de partir. Ouais. C'est-à-dire, dès que vous quittez la fonction, il faut libérer les locaux. Je crois que c'est ça la commodité. N'attendez pas qu'on vienne vous sommer de quitter les lieux. Ce n'est pas une bonne pratique. En tout cas, moi je pense que c'est ça le principe. Ça a toujours été comme ça. Ça, ce n'est pas nouveau. Hein. Il n'est pas dit que ça a commencé par ces personnalités-là, mais c'est comme ça. Maintenant, vous savez, la gestion du patrimoine bâti public, voilà, le patrimoine bâti public est très varié, très diversifié. Ils ont des propriétés aujourd'hui qui sont louées aux personnes ordinaires sur la base des contrats. Ça peut être les fonctionnaires qui peuvent bénéficier ces locaux. Vous venez, ça dépend des types de contrats. Généralement, les contrats ordinaires de la Direction nationale du patrimoine bâti public, ce sont les contrats qui sont naturellement qui sont scellés sur la base d'un an, mais renouvelables. C'est-à-dire, si vous payez régulièrement la location, et puis voilà, vous bénéficiez de ce qu'on appelle, si vous voulez, une recondition tacite. C'est-à-dire, tant que vous honorez vos obligations définies dans le contrat, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, vous demeurez. Et généralement, c'est une très bonne chose parce que si vous voyez le coût que les bénéficiaires payent au trésor public, au compte du patrimoine bâti public, c'est extraordinaire. Merci. Donc, à vous. Merci, Monsieur Mara. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup et merci à tous de nous avoir suivis. Malheureusement, on n'aura pas pu cette fois encore ouvrir l'antenne pour les auditeurs. On compte se rattraper demain dans Auditorium et dans cette émission même Talk Politique. Restez avec nous. Tout de suite, c'est Film Soir avec toute l'équipe de Emmanuel Milimono.